et le type entré était assis à côté de moi et nous on parlait, on négociait combien ça va coûter pour le faux monnaie ou le stup ou quoi que ce soit. Mais si moi je l'appelais Honey, ça voulait dire elle doit tirer immédiatement sur le type. Bonjour, c'est Marc Ruskin et voilà mon expert review pour Vanity Fair France. Is your undercover done? He's dead, all right. Pour la plupart des temps et dans beaucoup des enquêtes, les malfaiteurs ne savent pas où tu habites. Et ça, c'est réalistique parce que moi, je disais, moi, je fais semblant de pas... Moi, je ne m'intéresse pas où toi tu habites, toi, tu ne t'intéresses pas où j'habite moi. Et comme ça, si un de nous est pris par la police, on ne peut pas raconter ce qu'on ne connaît pas. Meet your soon-to-be wife. Damn, I need a fiancé. How many undercovers has she done? It's her first one, but she was at the top of her class. You don't have to worry about me. I'm a big girl. J'ai travaillé beaucoup avec des différentes agentes et elle m'accompagnait à des rendez-vous dans plusieurs enquêtes avec des types assez louches, parfois assez dangereux. Et on avait un code entre nous. Si elle me disait Alex, I'm bored, Alex, je m'ennuie, ça voulait dire qu'il y a quelque chose qui se passe qui n'est pas ordinaire. Quand on arrivait à une réunion, elle était assise à côté de moi, dans la voiture undercover, elle sautait derrière, et le type entré était assis à côté de moi, et nous, on parlait, on négociait combien ça va coûter pour le faux monnaie ou le stup ou quoi que ce soit. Mais si moi je l'appelais Honey, ça voulait dire elle doit tirer immédiatement sur le type. Grâce à Dieu, c'est jamais arrivé, mais au moins je savais que j'avais ce niveau de protection, que si le type a une arme, il me dit il me pointe, et je tourne et je dis everything's fine, honey, or don't worry, honey, bientôt on va partir. Elle savait que c'était une situation mortelle, avec un danger où il fallait la seule chose que, même s'il n'avait rien vu, faire confiance que j'avais raison, que j'avais une raison pour dire ça, et tirer. Mais grâce à elle, je me sentais confortable, j'étais beaucoup plus détendu, parce que si je devais au même temps négocier avec le délinquant et aussi essayer de voir ce qui se passe devant, ce qui se passe derrière, ce qui se passe à côté, c'est beaucoup. My business, nothing good ever comes in the absence of trust. Il faut toujours négocier. Si quelqu'un me dit, bon, tu veux 1 kilo de cocaïne, ça va te coûter $20 000. Moi, je dis, OK, ça marche. Ils vont se dire, il y a quelque chose qui ne passe pas bien. Ce type, il est trop prêt à payer un prix énorme. Et c'est comme ça que pense un flic. Un flic veut faire l'affaire. Si moi, je donne l'impression que je suis prêt à partir sans rien acheter, je dis, non, regarde, moi, je ne paye pas $20 000. Je te donne $16 000, $17 000. Sinon, je vais l'acheter de quelqu'un d'autre. Ah non, ne va pas. Parce que comme ça, je suis en train de donner l'impression que ça ne m'importe pas si je fais ou fais pas le deal avec lui. Rex aura un GPS dans le col de sa veste. On va lui faire changer de vêtements et la mettre en niqab. Il y aura un autre GPS dans sa culotte. On peut avoir de quoi détecter un GPS. D'où vous auriez ça? Bien, je dirais que c'est crédible jusqu'à un certain point. Moi, j'ai travaillé dans des groupes, des unités qui s'appelaient des Special Operations Group. Et typiquement, ça ne serait pas dans un vrai bureau, ça passerait quelque part dans un bureau secret. Mais souvent, quand moi je travaillais comme infiltré dans des enquêtes un peu dangereuses comme celle-là, moi j'insistais que j'allais participer dans le plan pour organiser l'opération. Aussi, normalement, juste un petit détail, mais ils vont pas être tous en cravate et en costume, ils vont être habillés d'une façon plus simple et plus informelle. Son téléphone fera micro. On va lui confisquer. Elle en a un autre dans ses bijoux. Confisquer. À partir d'un certain moment, elle ne pourra plus communiquer avec nous. Dans une de mes enquêtes, j'ai infiltré la mafia sicilienne. J'avais le rôle d'un vendeur de bijoux volés et j'avais développé une relation avec des mafieux à New York, de la famille génovaise. Une fois, j'étais dans un dîner dans un restaurant italien
dans un quartier très mafieux et j'avais pas de filature. Et à un certain moment, je suis parti pour aller en bas aux toilettes. Et quand j'ai sorti des toilettes, il y avait un des mafieux qui m'attendait et quand on est monté l'escalier ensemble, il a commencé à taper mon dos comme s'il était un vieux ami, mais il était en train de chercher un fil. Et moi, je me suis dit, qu'est-ce que je fous ici? Au lieu de prendre ma retraite, je suis en train de dîner avec des types qui cassent des têtes avec des bâtons et tuent des gens et peuvent rire 5 minutes plus tard et boire un verre de vin. E non c'era la Cimiconi. Qu'est-ce qui se passe? Bah, Vous avez pas compris? non. Il faut apprendre aussi le farci des rues, mademoiselle. C'est pas des profs délicats qui vont vous interroger si jamais ça vous arrive. Apprendre une langue à la dernière minute, ce ne serait pas la façon normale pour procéder par un service de renseignement ou un service comme une police fédérale, comme le FBI où je travaillais. Ce que nous, on faisait, c'était plutôt de choisir quelqu'un pour l'enquête qui avait déjà toutes les capacités nécessaires pour pouvoir avoir un résultat et du succès dans l'opération. Mais ça peut arriver qu'il y ait des flics qui m'interrogent comme ça? Ah oui. En Iran, vous pouvez vous faire interroger et arrêter n'importe quand pour n'importe quoi. Dans une enquête, je travaillais avec des Dominicains qui faisaient des faux monnaies. Je savais qu'eux, ils ne vont jamais penser que je suis vraiment dominicain. Mon accent n'est pas correct. Alors moi, je disais que j'étais cubain, un cubain américain. Je conduisais une voiture avec des plaques d'enregistrement du Floride, de Miami, où il y avait beaucoup de trafiquants de drogue cubains, avec des bijoux, les bijoux que je portais, c'était des bijoux que me donnait le FBI, qui étaient prises dans des arrestations et confisquées. J'avais le gel dans mes cheveux, j'avais un queue de cheval. Et ils pensaient immédiatement que j'étais cubain, un cubain de Floride, et j'étais accepté sans problème. Profession. Je peux vous embêter 2 minutes? Je suis chargée de refaire la carte. Alors l'exercice qu'on vient de voir est actuellement un vrai exercice qui s'utilise dans l'entraînement des agents d'infiltration. Parfois aussi, on leur dépose dans une partie de la ville sans argent, sans papier, sans document du tout. On dit, bon, retourne à l'hôtel où on est en train de faire le cours, tout seul, et tu te débrouilles, sans dire à personne ce que tu es vraiment en train de faire. Alors, nom, prénom, profession, numéro de portable. Très bien. Vous avez fait l'erreur que j'attendais. Le petit est parti, mais le grand est resté. Et il vous aime bien. Dès que je pars, il vous saute dessus. Quand on fait du travail d'infiltration, on ne sait jamais ce qui va se passer. Il y a toujours des surprises. Alors ça m'est arrivé une fois, j'étais avec quelques cibles dans l'enquête de One DMV et j'étais en train de bavarder avec ces types et je vois entrer un des cibles d'une enquête que j'avais travaillé sur Wall Street précédent à cette enquête où j'avais un différent nom, un différent look. Alors avec les cibles avec qui je travaillais, je dis excuse-moi une minute, je suis allé vers le parti arrière pour voir s'il y avait une sortie. Il n'y avait pas de sortie. Je suis retourné où il y avait mes copains et je leur ai dit « je me sens très malade, je ne sais pas ce qui se passe, mais je ne me sens pas bien du tout ». Et j'ai remarqué que le type de la première enquête avait le dos tourné. Et sans doute, j'imagine que j'avais complètement blanchi parce que j'avais vraiment peur. Et ils m'ont dit okay, « Alex, qu'est-ce qui se passe ?» Et je dis « je sais pas, je dois partir ». Et je suis sorti en courant, et je me suis en sorti. Le problème avec l'arabe, c'est que c'était pas facilement lisible. Même au niveau du son, on sent... Oui, non, mais enfin, c'est joli quand même. L'arabe est parlé par des millions de personnes, et son écriture est un art. Hein? Des millions?
Des millions, vous êtes charmante, mais vous voyez ce que ça fait déjà 1 million, Armina? Être grossier ou sexiste, si on essaie d'infiltrer un certain groupe ou une certaine culture, il faut s'adapter un peu à leur façon de penser. Mais pour le groupe ici, apparemment, où il veut gagner la confiance, il faut plutôt essayer de s'adapter à leur façon de se comporter. Nous sommes à la recherche du même homme. J'écoute. Le professeur von Zimmel. J'écoute. Allons droit au but. Êtes-vous prêt à faire équipe avec le Mossad? J'écoute. Non, c'est nous qui vous écoutons. C'est vrai que la plupart des films et la télévision ne montrent pas la réalité. Il fait un peu... D'abord, dans 1h30, il doit passer ce qui se passe normalement dans un temps beaucoup plus long en réalité. Ça prenait normalement au moins 6 mois pour développer une légende. Ce n'était pas le patron qui me donnait le portefeuille, c'était moi qui étudiais le problème, étudiais comment sont les cibles, quelles sont leurs personnalités et quel genre de personnalité, d'identité est-ce qu'il me faut pour gagner leur confiance. Si je disais que j'avais habité dans une certaine ville, il fallait que si quelqu'un fait une enquête, qu'il trouve des preuves, des façons de corroborer ce que j'avais dit. Alors ça prenait très longtemps et ça n'en montre pas typiquement dans un film. Voilà, cadeau de Noël. Merci. Non, je dis cadeau de Noël. C'est parce que c'est par rapport à mon prénom. Oui, c'est ce que j'avais compris. Oui. Sinon, mais... il y a aussi les boules. De Noël? Oui. Au cours de ma carrière, j'ai eu peut-être une douzaine d'identités différentes. Daniel Martinez, c'était le vendeur de bijoux volés international. J'étais Pascal Latour, un vendeur d'armes aussi au niveau international, vendeur d'armes pour des armées. Le plus possible, j'essayais d'utiliser les mêmes anecdotes, les mêmes histoires avec toutes mes différentes identités. Et par exemple, ma date de naissance. J'utilisais toujours le 29 mai. Mais la seule chose que je changeais, c'était l'année de naissance. C'était une façon de ne pas se confondre avec les détails. C'était Marc Ruskin pour le Expert Review de Vanity Fair. Vous pouvez retrouver toutes ces histoires dans mon livre qui vient de sortir.